Aujourd'hui, la violence de la pandémie causée par un nouveau virus nous confronte à l'incertitude sur de multiples plans, en matière médicale, sociale, économique, culturelle. La crise du Covid-19 peut être utilisée par certains pour démontrer l'incapacité des États à protéger la population et tenter de déstabiliser les individus fragilisés. Divers groupes radicaux exploitent cette situation dramatique dans le but de rallier à leur cause de nouveaux membres et de troubler l'ordre public. Leur projet politique peut être antidémocratique et anti-républicain. Ces contre-projets de société peuvent être communautaires, autoritaires et inégalitaires. Alors, je remercie. Alors, ce que je viens de vous lire là, messieurs et mesdames, c'est une circulaire de l'éducation nationale, hein, ou alors devrais-je dire le ministère de l'endoctrinement républicain. Alors, je remercie chaleureusement l'éducation nationale, ou devrais-je dire le ministère de l'endoctrinement républicain, de parler de nous, hein. Car voyez-vous, nous sommes à l'heure où le gouvernement français ne souffre aucune critique et a parfaitement tenu son rôle de destruction de la France. Merci à vous, hein, chaleureusement du fond de mon âme et de ma campagne, je vous en remercie. Et oui, car aujourd'hui, si vous êtes royaliste et catholique, vous faites partie d'un mouvement de dérive sectaire. Si comme ça, vous voyez en ces temps troublés depuis un moment, hein, maintenant, l'entrée dans les tribulations, vous êtes sujet à une dérive sectaire d'après la circulaire Covid-19 et risque de dérive sectaire, je cite: «Un châtiment envoyé par Dieu est le signe de l'imminence de l'apocalypse». Alors, moi, je m'amuse bien, hein, je compte les points en ce moment. Oui, car aujourd'hui, alors que nous enregistrons cette émission, nous sommes le lundi 11, il y a eu quand même 2 heures de queue à Zara à Bordeaux, hein. Ça nous laisse un espoir incommensurable, dans l'avenir de notre pays. Vous le comprenez aisément, dire que le gouvernement républicain n'est qu'une secte bien moins tolérante que celle des catholiques royalistes, alors là, c'est quand même tout à fait exceptionnel, surtout venant d'une bande de francs-maçons. Donc bienvenue, je suis le colonel Von Hagen, vous êtes sur, Résistance Royaliste et tout de suite, en préambule à l'invité que nous allons recevoir, je vous réitère, hein, ce message: envoyez-nous des questions. Nous serons très, très heureux d'y répondre et d'échanger avec vous. Donc, des sujets, des thèmes à aborder, des interrogations que vous auriez. Allez-y, hein, lâchez-vous, hein, vous avez le droit. Nous vous donnons la parole. Alors, ce soir, je suis accompagné, de cet être insulaire qu'on appelle Raphaël. Salut Raphaël. Bonsoir colonel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, ça y est, tu es libre? Alors je ne suis pas encore déconfiné parce que le déconfinement n'a pas encore eu lieu en République dominicaine et je pense qu'il aura lieu un peu plus tard qu'en France. Cela dit, le confinement est beaucoup moins dur qu'en France, dans la mesure où on peut faire ce qu'on veut D'accord. jusqu'à 17 heures. Donc je suis semi-libre. Très bien, très bien. Et nous recevons, ce soir Mardonius. Bonsoir Mardonius. Bonsoir, bonsoir à tous et bonsoir aux téléspectateurs. Alors Mardonius, je te rappelle que c'est une émission de radio. Oui, alors bonsoir à ceux qui écoutent, aux auditeurs, pardon. Alors Mardonius, tu es membre de l'UPR et tu es royaliste. Oui, ce qui n'est Alors, pas je incompatible. croyais que tu avais quitté. Excuse-moi, oui, tu disais? Ce qui n'est pas incompatible. Donc alors tu me disais que ce n'est pas l'UPR et le royalisme, ce n'est pas, incompatible. Tu m'envoies très surpris. Alors je dis pas que c'est compatible dans l'absolu, mais je dis qu'en attente d'une restauration, je trouve utile de se battre contre l'Union européenne et contre les stratégies supranationales dont la France pourrait être à la D'accord, tête. très bien. Alors en ce moment, l'horizon de l'UPR est secoué de est-ce que j'ai le droit de dire, de d'intrigues de palais? Est-ce que c'est le bon terme? Oui, il y a de l'intrigue de palais, il y a plein de choses qui se mélangent dans toute cette histoire qui a éclaté au grand jour, hein, puisque en fait tout ça remonte à bien plus loin et devait être une situation larvée depuis 2018 à peu près. D'accord. Mais
Elle a éclaté en grand jour parce que Le Figaro a obtenu une lettre interne par un procédé qu'on ne sait, on ne Ouais. sait pas. On ne sait pas de qui elle vient et qui a fait révéler au grand jour plein de choses. Et donc ça a enchaîné un phénomène de dissension et de division à l'intérieur d'un parti qui D'accord. s'appelait celui du Rassemblement. Mais alors, du coup, enfin, mon interrogation sur le sujet, est-ce que ce n'est qu'un vulgaire problème de mœurs? Est-ce que, monsieur Asselineau, n'est qu'un, comment dirais-je, un Strauss-Kahn? Alors, Hem, ce problème de mœurs est mélangé à des problèmes de gestion interne du parti. Au-delà du fait qu'Asselineau pourrait s'éprendre de jeune homme et avoir une sexualité contraire à celle affichée par son mariage, visiblement ouais, on lui reproche beaucoup d'avoir fait monter les petits jeunes justement qui étaient sous sa protection alors qu'ils n'en avaient pas forcément les compétences et les qualités, d'accord. à des postes très élevés. Et, comme il y a un mélange de juridique avec des accusations d'attouchement sexuel, Ah oui, aujourd'hui d'ailleurs d'accord. ça s'appelle plus attouchement sexuel, mais que depuis qu'on est en confinement, les plaintes délictueuses, les délits, on peut pas porter plainte pour un délit. Là, on peut, à partir d'aujourd'hui, on peut de nouveau aller au commissariat porter plainte pour un délit. Mais pendant le confinement, Mmh. seules les plaintes pour crime étaient prises. Donc, on a toute cette D'accord. histoire qui a éclaté au grand jour mais sans qu'il y ait de plainte déposée. Donc, ce qui crée les défenseurs se défendant en disant, bah oui, bah non, regardez, il a pas porté plainte, c'est que j'ai rien fait. Alors donc là, il faut attendre Mmh, les événements je suivants. comprends. Et on reproche énormément de choses à Asselineau dans sa gestion interne du parti, c'est-à-dire d'être très autocratique finalement. Dans un parti qui se veut celui qui va redonner la démocratie aux Français, ça fait un peu tâche. D'accord, mais enfin, j'ai envie de te dire, c'est un mouvement républicain, donc on ne peut pas s'attendre à autre chose que finalement, un état de corruption endémique. Ça reste quelque chose de républicain. Ça peut pas être, propre, non? Oui, alors probablement, je connais pas tous les fonctionnements des autres partis, puisque c'est le premier parti politique auquel j'ai adhéré de ma vie, donc j'ai assez de mal à comparer avec d'autres partis. Mais effectivement, bah, il y a toujours des histoires d'argent, puisque tout le monde n'est pas rémunéré à l'UPR. Certaines personnes le Ouais, sont, comme le président, alors certaines personnes qui travaillent à l'audiovisuel, certains membres du bureau national, etc. Mais tout le monde n'est pas rémunéré. Je pense que tout le monde aussi essaie de tirer la couverture pour en faire son d'accord. gagne-pain. Ah, OK, alors est-ce que peut-être, pour resituer un peu, parce que là on s'est un peu lancé à corps perdu dans le Dans le dans le sujet. sujet, mais peut-être on pourrait peut-être faire un tour d'horizon rapide, que tu nous rappelles un petit peu la situation? Alors, suite à des plaintes en interne contre François Asselineau, de harcèlement au travail et de harcèlement à caractère sexuel, une liste de personnes, en grande majeure partie issues du bureau national, ainsi que des délégués régionaux et des délégués départementaux, ont signé un courrier, donc ce qu'ils appellent les co-signataires, qui demandait à Asselineau de s'exprimer et d'éclaircir au plus vite cette situation et ces plaintes. Et précisant dans ce courrier que si jamais les faits qu'on lui reprochait étaient vrais, ça devrait conduire inéluctablement à sa démission. Je ne sais pas si vous voyez un peu D'accord. la bombe que c'est. Ouais, mais alors bon, OK, il y a plusieurs questions qui me viennent à l'esprit, mais peut-être, poursuis si tu n'avais pas fini. Ils ont demandé à ce qu'une réunion du bureau national soit faite par visioconférence, puisqu'il n'est pas possible de faire une réunion pendant le confinement, sachant qu'en plus il y a des gens qui sont en outre-mer dans le bureau national et dans les délégués. Hein, il y a des gens qui Mmh. sont à La Réunion, Guadeloupe, etc. Et Asselineau a refusé ce principe de visioconférence sous prétexte que, vu ce qu'il y avait à dire et expliquer, il faudrait solliciter des gens pour venir s'exprimer. Comme il fallait protéger leur vie privée et qu'en vision il y avait moyen d'enregistrer, il refusait ce principe de la confidentialité et de la protection de la vie privée des gens qui allaient être impliqués dans cette histoire. D'accord. Mais alors, hem, il y a ce que je comprends pas en fait, moi, parce que j'ai écouté il y a une dizaine de jours, une réaction de Fabien Sema, je crois, c'est ça qu'on Oui, dit? oui. Alors
Moi, je m'en suis tenu à ça parce que bon, j'ai écouté l'info comme, je pense comme beaucoup de monde et puis de toute façon après je suis passé à autre chose. C'est pas vraiment mon sujet principal, l'UPR, je t'avouerai. Mais ce que je ne comprends pas, c'est, on est sur un point légal. Alors on est vraiment sur quelque chose, enfin c'est quand même quelque chose de grave. Heu, pourquoi il y a pas de pourquoi il y a pas d'action en fait? Déjà en fait, sortir une lettre comme celle-ci, un peu comme un brûlot. Mmh. C'est pas ces gens sont censés être républicains, légalistes, et cetera, enfin avec toutes leurs valeurs, bizarres là de la République. Heu, moi ça me paraît être assez cavalier comme façon de procéder. Alors, il faut bien savoir que la lettre qui a été signée donc, par, je sais plus combien de personnes d'ailleurs, il y a des gens qui sont venus se greffer dessus après et d'autres qui ont retiré leur signature. Ouais, tout à fait, hein. Parmi les gens qui ont signé, il n'y a pas les gens, qui sont les victimes supposées, théoriques, des harcèlements à caractère sexuel. Ouais, tout à fait, ça j'avais noté aussi. Et Ouais. donc le principe des signataires, c'était de se dire que, si, les gens incriminés veulent porter plainte et traiter ça en justice, ça regarde ces gens-là qui sont les victimes. Et en revanche, eux, de l'autre côté, doivent gérer en interne, politiquement par rapport au parti, partant du principe que de toute façon, une fois que ça va éclater au grand jour, il sera impossible pour FA de rester candidat pour des présidentielles. Enfin, à partir de ce moment-là, un peu comme Trotskan, il n'est plus présidentiable. Et s'il n'est plus présidentiable, il ne peut plus être à la tête du parti. D'accord. Raphaël, avant que je monopolise, totalement les questions, je 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 veux bien te laisser la parole si tu as une réaction déjà à ce point-là? Alors, c'est pas vraiment une question, plus une réaction, du coup, enfin une introduction qui pourra peut-être amener un débat parmi nous. Je Ouais. pense que déjà, il faut séparer deux choses. Il y a les actes de déviance sexuelle qui ont été évoqués. Là-dessus, je peux pas vraiment me prononcer parce que, comme dans tout pays civilisé, ça relève de l'Inquisition. Donc, je parlais plutôt de des critiques en général sur le fonctionnement du parti, sur tout ce qui a été adressé à Monsieur Asselineau en amont du scandale sexuel. Je pense que aujourd'hui, ça date pas d'hier. En fait, les gens qui nous gouvernent, le système cherche à faire de nous des gens dominables mais ingouvernables. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de distiller dans notre société, depuis notre plus tendre enfance, autant de principes qui viennent briser toute forme de verticalité, toute capacité à construire des hiérarchies solides et capables de résister à différentes turbulences, de telle sorte qu'en fait, nous sommes incapables de nous organiser, de nous structurer, et donc tout simplement d'être compétents dans un affrontement. Parce que quand vous regardez bien, je vais essayer de pas trop faire de digression, mais par exemple, les communistes, c'était des gens qui avaient une idéologie complètement utopique, mais qui avaient une façon très très pragmatique de vouloir l'appliquer, quasiment militaire. Enfin, pas quasiment, c'était clairement militaire. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi, par exemple, face à d'autres mouvements de gauche, qui étaient un peu plus dans l'utopie, même dans la mise en pratique, qui cherchaient pas vraiment à passer dans une étape ultra pragmatique. Finalement, les communistes ont triomphé. Et je pense que un des grands malheurs de la dissidence de façon complètement générale, parce que entre les attaques que se lancent les différents acteurs entre eux, entre les attaques que lancent les membres des formations créées par les dissidents contre leurs dirigeants et j'en passe, je pense que là, on a un véritable problème qui dépasse largement le cas Asselineau. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Bah écoute, dans le cas de l'UPR, en fait, c'est une structure qui est ultra rigide et qui est ultra centralisée, ultra hiérarchisée et sans dire que le président du parti et le secrétaire général concentrent à eux quasiment tous les pouvoirs, c'est quasiment ça. Lui. D'accord. Mais, enfin, est-ce que c'est vraiment un problème que ce soit très hiérarchisé? Au Ah, c'est ce contraire, que j'allais ça dire. devrait être, ça devrait permettre, ça devrait être un garde-fou finalement. Oui, mais Bah, ce qui pour, fait... Pardon, vas-y. non, juste d'un point de vue purement externe, moi, j'ai jamais été à l'UPR. Euh, je, à titre personnel, pour moi, l'UPR, c'est Asselineau. C'est-à-dire que quand les gens pensent UPR, ils pensent Asselineau. Tout le parti se résume à lui. C'est comme Alain Soral avec Égalité et Réconciliation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir d'autres gens qui s'expriment, qu'il n'y a pas après on va dire, dans la façon de manager, il faut nier, on va dire, complètement la base. Mais pour moi, je pense qu'à partir du moment où on est
en déphasage total avec le leader, faut quitter le mouvement, faut pas chercher à réformer le mouvement. Enfin, je veux dire, quand on a des mouvements qui sont à ce point-là personnels et personnalisés, à un moment donné, pour moi, c'est un non-sens de chercher vraiment à vouloir le détacher de son leader. Après, faut pas imaginer l'ensemble des adhérents et sympathisants UPR comme quelque chose d'homogène. Il y a vraiment ceux qui ont rejoint l'UPR, je pense, par rapport à la personne d'Asselineau. Ouais. Et puis, il y a vraiment des gens qui ont rejoint l'UPR par rapport au programme politique, à la fois présidentiel et législatif que proposait l'UPR. D'accord, mais alors, la proportionnalité, c'est quoi entre ces deux groupes, on va dire? Ça, je ne sais pas. Et puis après, il y a peut-être aussi des gens qui sont un peu à cheval entre les deux. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui voulaient remplacer Asselineau déjà dès 2014. Hein. C'est pas récent. C'est pas récent. Parce que, enfin, moi, d'un point de vue extérieur, François Asselineau, j'ai pas l'impression que ce soit une personnalité charismatique. Après, on peut dire ce qu'on veut sur Alain Soral, par exemple. C'est une personne qui en impose tout de suite, etc. Il y a une façon d'être, quoi. Asselineau, moi, il m'impressionne guère, personnellement. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas sa proposition qui a fédéré des gens plutôt que sa personne? Ah ben si, bien sûr, c'est un peu ça dont je parlais, puisque le programme de l'UPR au niveau présidentiel et législatif est quand même vraiment conséquent, qui traite vraiment de beaucoup de choses. Alors pas de tout, ça c'est un autre problème à l'UPR, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas abordées au niveau présidentiel, au niveau législatif. Et oui, il y a des gens qui adhèrent aux idées, mais qui verraient bien une autre tête d'affiche pour défendre ces idées. Et est-ce que cette lettre, moi c'est la question que je pense énormément de gens ont dû se poser, hein, je suis pas, est-ce que cette lettre n'est pas juste une sorte de prétexte pour tiens, ça y est, c'est bon, on a trouvé le bon moyen d'évacuer Asselineau de la direction, on va lui coller ça au cul et puis c'est parti, quoi. Alors, je pense que parmi les signataires, il y a vraiment des gens qui ont dans l'optique en fait de sauver le parti, s'il est encore sauvable, en se disant que de toute façon, maintenant la réputation d'Asselineau est entachée, et que cette réputation va se transférer sur l'UPR, et que du coup il est plus présentable à une élection. Donc il faut une nouvelle tête d'affiche à présenter pour de futures élections. Et en revanche, il y a peut-être des gens qui veulent en profiter aussi. Non mais moi c'est même pas ça que je te dis, c'est est-ce que d'entrée c'est pas juste un prétexte qui est utilisé pour évacuer Asselineau, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Certains se sont dit la bonne affaire, on a trouvé des casseroles, on va les faire sonner, comme ça on se débarrasse d'Asselineau et puis bon je suis calife à la place du calife. Mais voilà, mais c'est ça que je te dis. Il y a peut-être des gens qui, eux, quand ils signent, ils ont ça en tête, et d'autres qui simplement n'ont pas forcément en tête d'essayer de prendre la place du calife. Ah, d'accord. Qui, eux, sont dans une logique de défendre le parti et d'essayer de sauver la structure. Ouais. Il y aurait pas une entente entre, enfin, tu vois, je veux dire, une sorte de... de fonds commun. Voilà. Ouais. Je ne sais pas. Il faut savoir que du coup, il y a Asselineau et ses fidèles, il y a les signataires de la lettre, mais il y a encore une troisième faction dans l'histoire. Les 6 démissionnaires qui étaient responsables de l'UPR TV. Je connais pas. Alors, parce qu'il y a des gros problèmes aussi sur les médias de l'UPR, donc c'est-à-dire, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un petit studio de tournage dont dispose l'UPR. Ouais. D'ailleurs, je pense que ça coûtait pas mal d'argent. Ça permet de produire les débats, comme quand il y a eu un débat avec Étienne Chouard. Ça permet de produire des petites émissions, etc., afin de faire vivre le média. Et du coup, il y avait 6 personnes qui chapeautaient un peu le truc, et visiblement, ça plaisait pas, parce qu'ils avaient commencé à s'émanciper un peu d'Asselineau, et je pense que Asselineau aime pas trop perdre du contrôle sur ce qui se passe. Donc toutes ces personnes, visibles, si j'ai bien compris, toutes ces personnes ont fini par démissionner, et il y a des gens qui soupçonnent que la fuite viendrait d'eux. Mais alors, je sais pas si c'est vrai, parce que je peux pas m'avancer. C'est une rumeur. Voilà, ça serait eux qui auraient fait fuiter la lettre vers le Figaro, pour que ça se sache, sous forme de vengeance. Bon, d'autres disent que c'est même Asselineau qui est capable lui-même de la faire fuiter pour se plaindre que ça fuite. Enfin bon, ça va très loin dans... Le complot dans le complot du complot.
Ouais, ouais. Et puis rien ne dit qu'en plus de D'accord. ces 3 factions, rien ne dit qu'en plus de ces 3 factions, il n'y a pas un ou 2 autres bonhommes qui travaillent à leurs propres, intérêts et qui se disent: «Tiens, en mettant un peu plus d'huile sur le feu, moi, je vais peut-être pouvoir monter». Ça, rien ne le dit non plus. Donc c'est beaucoup plus compliqué que Alors simplement 2 parties. ouais, je vois, ouais. Mais alors du coup, enfin, on a souvent un peu enfin moi, c'est vrai que de loin quand on entend des gens, quand il y a des gens sur le cercle qui viennent nous parler de l'UPR, parce qu'on a des gens qui font partie de l'UPR qui sont déjà venus, comme toi ou d'autres. Heu, il y a toujours cette espèce de relent de personnalité autocratique, de François Asselineau. Maintenant, d'un autre côté, moi, la réflexion que je me fais à chaque fois, c'est, bah, j'ai créé un parti, admettons. Je veux pas que ça parte dans tous les sens. Bah, je vais être un autocrate parce que je veux pas que ça dérive. Je veux que ça reste sur la ligne que moi j'ai mis en place et puis les gens qui sont d'accord avec cette ligne, bah, ils rejoignent et puis ceux qui sont pas d'accord, bah, ils dégagent. Donc pourquoi on lui reproche ça? Tu vois? Parce Quelque part, il qu'on lui reproche, je pense que depuis des années, c'est de pas écouter les conseils des gens, notamment en matière de communication, alors que lui, c'est une, bille en matière de communication et qu'il y a quand même d'accord, des gens dont c'est le métier, dont c'est la formation, pardon, qui ont un vrai recul sur des stratégies, soit de cybermilitantisme, soit de tout ouais. simplement de communication du parti, à l'extérieur, et aux gens non encore convaincus. Et en fait, Asselineau, quand il est persuadé d'un truc, c'est impossible de lui faire changer d'avis, visiblement, même s'il a tort. Et ça, D'accord. c'est un peu problématique. Et alors moi, je répète de ce qu'on m'a dit parce que j'ai jamais vécu à titre personnel, hein, puisque j'ai jamais pris de responsabilité Ouais. officielle dans le parti, mais c'est vraiment un discours que j'ai entendu souvent, souvent, souvent. Donc toi, tu as une vision du militant en fait, de base, Oui, voilà, de l'adhérent de base. à l'adhérent, voilà, d'accord. Parce que est-ce vous allez me dire si je me trompe, mais finalement, n'est-ce pas le propre des visionnaires justement de ne pas se laisser polluer par la vision des autres? Oui, c'est à partir du moment où c'est un visionnaire qui est pas aveugle. Ah bah, Bah, ah je alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais pour certains, c'est un visionnaire. Moi je tu vois ce que je Oui, veux dire? même une personne extrêmement intelligente, au bout d'un moment, elle peut pas être, brillante sur tous les sujets et elle est obligée de faire confiance quand même à d'autres personnes sur, Ouais. sur là où elle pêche enfin Asselineau, il a encore dit récemment, je sais plus qui là, enfin j'avais vu ça, il a fait un autre, «Oui mais moi j'ai 162 de QI, machin et tout», enfin je Ouais. sais plus, voilà, sauf que bon les échelles de QI ça s'arrête à 160, donc tu as déjà bon, Il fait il fait péter les sardines comme on dit dans l'armée. c'est ça, voilà donc enfin ça pose pas mal de problèmes. Il a un ego surdimensionné. Il a un ego surdimensionné et en fait je pense qu'il finit par tomber amoureux de sa propre légende, en fait, finissant par y Ah, croire qu'il devient infaillible. si légende il y a, parce que y a-t-il vraiment une légende? Ah bah, tu ne peux pas enfin, je ne peux pas m'empêcher d'observer un mouvement républicain, se conduire comme ce qu'est la République. C'est-à-dire, c'est un mensonge éhonté et en fait, une lutte de pouvoir constante, à celui qui va tu vois? Enfin, c'est Mais c'est vrai que par exemple depuis 2007 le parti a été créé, Asselineau a produit énormément d'analyses et de prédictions, notamment, ouais, économiques et sociales, sur ce qu'allait se passer au niveau de l'Union européenne et quelles allaient être les conséquences pour la France et ces prédictions ont quasiment tout le temps été justes et correctes. Que d'accord, c'est ce donc qui lui a donné un peu cette enfin, en termes d'analyse, on peut pas dire qu'il soit pas pertinent, il est ultra pertinent au niveau des analyses. non, non, c'est certain. Moi, enfin bon, j'écoute pas beaucoup, Asselineau, mais le peu que j'ai entendu de lui, effectivement, on on est quand même enfin, c'est pas un crétin, c'est évident. Mais ça reste un républicain, c'est-à-dire que Oui, le oui. projet, en fait, c'est de remplacer une république par une autre. Alors bon, ma Attends, tu foi. sais qu'Asselineau avait dit une fois dans une émission de télé, que si le RIC était établi, notamment s'il lui était président, et cetera, si, demain les Français, à travers un RIC voulaient rétablir, la royauté, ben, la royauté serait rétablie, ce n'est plus à lui de choisir. D'accord, Il l'avait quand d'accord. même dit. Et alors du coup, quelle est ta réflexion sur tout cet incident et cetera? Toi, du point de vue parce que bon, tu es quand même le de nous 3, tu es la personne qui connaît mieux que le l'UPR.
Alors pour moi, moi je pense très honnêtement que l'UPR est mort. Donc c'est pour ça que je ne recotiserai pas l'année prochaine. Je pense que l'UPR est mort, que l'UPR a toujours essayé d'avoir une position non clivante, et ce qui se passe en ce moment fait ressortir plein de clivages, puisque ça fait ressortir l'histoire de la fameuse commission immigration, puisqu'il y a une commission immigration qui est réalisée en 2018 pour savoir quelle allait être la position de l'UPR par rapport à l'immigration. C'est un travail de 450 pages, visiblement, qui a été fait par des membres sourcés, documentés, etc. Et visiblement, les conclusions n'ont pas pu... 450 Ouais, 450 pages. Alors, personne n'a accès à ce document. J'ai cherché à y avoir accès, bien sûr, comme tu l'imaginais. J'aurais bien aimé savoir. ouais. Visiblement, les conclusions n'ont pas plu à Asselineau. La commission a été enterrée et on n'en parle plus. Et on sait ce qui lui a pas plu? Non, bah moi je sais pas. Et peut-être que ça allait dans un sens. Alors, faut savoir qu'à l'intérieur, il y a des pro-immigrationnistes et des anti-immigrationnistes, puisqu'il y a quand même des sensibilités de droite, plus de gauche, hein, que des deux. Donc, moi, je suis désolé, mais républicain, par essence, si tu veux que la République fonctionne et que ce soit une république démocratique, comme ils disent, ils sont forcément immigrationnistes, puisque c'est l'égalité, etc. Enfin bon, moi, tout le monde peut se défendre comme il veut, mais la République porte en elle les fruits, les germes plutôt. oui, mais ça, je suis pas sûr. Si je peux me permettre, Ouais, Oui, bon. Raph. si je peux me faire juste une petite intervention, je pense que l'UPR reposait d'autant plus sur Asselineau à cause du fait que justement le parti, je dis pas ne se prononcer sur rien, mais restait quand même très, comme disait Mardonius, cherchait toujours à se mettre très en retrait des positions clivantes. Et du coup, en fait, ça laissait vraiment toute la latitude sur les opinions personnelles d'Asselineau. C'est-à-dire qu'en fait, comme les gens ne se sont pas regroupés autour d'une idéologie bien définie, avec des prises de position précises sur chacun des grands sujets de société d'aujourd'hui, forcément, ça laissait vraiment toute la place aux personnages. Alors, enfin, t'es en train de dire que l'UPR, c'est du confusionnisme, alors? Bah oui, ils sont réunis sur un malentendu. Non, ouais, j'exagère un peu. J'exagère un peu. Non, Mardo, vas-y. Alors, en fait, remets-nous dans le droit chemin. Il faut comprendre que dans la charte fondatrice de ce parti, il est bien écrit que l'UPR n'est pas un parti qui a vocation à durer. Normalement, l'UPR, c'est un rassemblement ponctuel, et si jamais Asselineau devenait président, qui faisait sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et éventuellement de Schengen, suivant ce que désireraient les Français, rétablissant des leviers démocratiques en France. Derrière ça, le parti serait dissous après un mandat, et chacun retourne dans ses formations. Dans ses formations politiques d'origine. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Faut bien comprendre que normalement, en tout cas, c'est la vocation affichée de ce parti sur le papier. Bon, et alors pour toi, c'est mort, mais pourquoi c'est mort? Parce qu'en fait, finalement, toute la position autocratique d'Asselineau fait qu'à partir du moment où on met sa personne en péril, ça met tout l'édifice en péril? J'ai l'impression qu'il y a de ça, parce qu'il y a vraiment des gens, en fait, alors, vous savez que souvent, des gens ont reproché à l'UPR d'avoir un côté un peu gourou, secte, ouais, mais enfin bon... Je te renvoie à mon introduction pour l'émission. Oui, mais en fait, il faut pas nier qu'il y a un fond de vrai là-dedans, puisque on voit qu'il y a parmi les défenseurs d'Asselineau, limite, il y en a ils justifieraient même le meurtre ou n'importe quoi. De quoi? Ah oui, non, mais je te dis le meurtre. En fait, n'importe quoi que ferait Asselineau, c'est soit pas vrai, soit c'est justifiable dans une certaine mesure. Je voyais pas l'UPR si radical, moi, mais d'un autre côté, tu avais vraiment des gens qui étaient très fans d'Asselineau, qui avaient une énorme confiance en lui, et ça s'écroule. Tu vois, c'est genre, moi j'ai eu un commentaire, là, un témoignage de quelqu'un qui me disait, tu te rends compte que ce mec-là, il a joué au bon père de famille, ma femme, mes enfants, etc. pendant des années, et tout d'un coup, en fait, on apprend qu'il est adultère avec des hommes de 30 ans plus jeunes que lui. Ouais, mais enfin bon, de quoi ils se plaignent, c'est progressiste, c'est bien. Non mais les mecs, je veux dire, faut avoir un peu de verticalité, non? Donc, ce que je veux dire, il y a des grands déçus, et vous n'êtes pas sans savoir que quand quelqu'un, tu vois, genre,
Oui. a l'impression qu'on a trahi sa confiance, la regagner derrière, ça va être très C'est, difficile. ouais, et puis bon, c'est haro sur le traître, quoi. Voilà. Alors je pense en plus que maintenant il y a déjà d'autres partis qui sont à la manœuvre, de type Debout la France et Ah ouais? merde, comment il s'appelle? Philippot, le parti de Philippot, j'ai perdu les Patriotes, je Les crois. Non, patriotes. ouais, Si, c'est ça. les Patriotes qui sont à la manœuvre pour essayer de récupérer, de l'électorat, Philippot veut peut-être récupérer Asselineau. je ne sais pas, ça l'histoire le dira. Et puis du coup, ça a fait ressurgir tout un tas, tu sais quand tout va bien, on parle pas des divergences et puis là que tout va mal, tout le monde Oui, commence forcément, ça ressort, ouais. à faire ressortir, les problèmes sur l'immigration, les problèmes, comment dire, d'orientation économique, le libéralisme, le socialisme, tout ça, ça ressort et ça contribue à augmenter la zizanie, en interne et les divisions. C'est pour ça que j'ai du Mmh. mal à voir comment le parti peut survivre à ça. Donc la carte qu'a joué Asselineau, c'est de convoquer au plus vite un congrès national. Alors le congrès national du parti, normalement, il se réunit tous les 3 ans. Ouais. C'est pendant ce congrès que sont élus sur liste le président et le bureau national, puisque c'est une liste, un peu comme pour les municipales. Hein, Ouais, ouais. la tête de liste devient président et puis les autres. Et les délégués aussi, c'est pas ce que disait, Fabien Sima? C'est ma peut-être. Sima? Ah oui, je sais plus exactement les modalités d'élection des délégués. Faudrait que je regarde. Parce que lui disait qu'il allait se présenter justement. Oui, mais peut-être que c'est une autre élection ou dans une deuxième étape. Je m'en rappelle plus. En tout cas, normalement, donc ce congrès doit être réuni tous les 3 ans. Peuvent D'accord. voter tous les adhérents à jour de leur cotisation et au moins membres depuis 6 mois et de nationalité française uniquement. Ouais. Normalement, alors voilà, donc les modalités de réunion, de cotisation de son congrès ne sont pas respectées, puisque normalement il faut passer par le bureau national pour fixer la date et il y a un délai à respecter avant de pouvoir le convoquer. Sachant que Ouais. normalement c'est un congrès pour réélire un président, une équipe. Donc du coup, il devrait y avoir possibilité pour d'autres de se présenter et de faire campagne. Ouais. Or, là, le média UPR TV est complètement contrôlé par Asselineau, ce qui veut dire que probablement n'importe quelle liste concurrente aura beaucoup de mal à avoir accès aux médias pour faire campagne auprès des adhérents. Ouais, forcément, ouais. Donc ça Bah, alimente énormément la polémique. c'est pas ici, hein. Ça alimente énormément la polémique. Il faut savoir qu'au dernier congrès triennal, il y avait une liste qui voulait se mettre en liste concurrente, mais les modalités du nombre de membres du bureau national ont changé pour être augmentés par rapport à la croissance des adhérents. Et l'autre liste a été prévenue trop tard, donc ils n'avaient pas assez de membres sur leur liste. Leur liste a été invalidée et Asselineau s'est présenté contre lui-même. D'accord. Voilà, moi j'avais voté blanc parce que je vote pas une élection où il y a qu'un seul candidat. Ça n'a aucun sens. Mais Oui, j'ai envie de te dire. voter n'a aucun sens. Est-ce que ça a vraiment un sens? Mais bon, bref. Et bon, voilà. Donc je ne sais pas du Hem, tout comment ça va se passer ce congrès. Initialement, Asselineau voulait le faire pour le 6 juin. Visiblement, là, ça serait plutôt d'accord, hein. repoussé vers fin juin, début juillet, pour respecter les délais. Et alors là, du coup, il y a les deux factions principales, donc les signataires du Bureau national, Ouais. et FA qui se battent à coup de l'autre ne respecte pas les statuts, gna gna gna, les statuts c'est pas ça, gna gna gna, les statuts c'est pas ça, etc. C'est du niveau D'accord. cours de récréation République. primaire. C'est Ouais, enfin, c'est la République. Oui, c'est exactement ce que tu dis, Raphaël. C'est-à-dire que là, en Juste fait Vas-y, non, colonel, vas-y, excuse-moi. Raphaël, je t'en Non, non, j'allais juste je revenir sur t'en le prie, côté. Raphaël. C'est trop d'honneur. J'allais juste revenir sur le côté autocrate. Je pense que la différence euh, entre l'obstination et la détermination, c'est toujours très très subtil. Entre la persévérance, je veux dire, et Oui, l'obstination, bien c'est toujours sûr. très très Ouais. subtil et c'est souvent au résultat à la fin qu'on félicite la personne qui allait jusqu'au bout, même si on n'arrêtait pas de lui cracher dessus pendant le chemin. Et puis finalement, on va accabler celui qui a persévéré jusqu'au bout de son projet juste parce que ça a échoué. Alors que bon, voilà, au final, tant que le résultat n'est pas arrivé, on ne sait jamais vraiment Bah, c'est ça, distinguer les deux. tout à Et, fait, et, et, euh, tout et à un fait. autocrate, c'est pareil, tous ces termes-là sont un petit peu vagues dans la mesure où, par exemple, je suis sûr que des conseillers vont dans le sens aussi de ce qu'ils décident. Donc, qu'est-ce que c'est être un autocrate, n'écouter personne? Est-ce que c'est possible de n'écouter personne, vraiment? Parce qu'on juge ça par rapport, on va dire, aux gens qu'on juge pertinents. On dit, il écoute pas tel conseil qu'on juge bon, donc on se dit, il écoute personne. Alors qu'en fait, c'est Ouais. juste peut-être qu'il écoute un seul conseiller au lieu d'en écouter 9. Donc, je sais pas. Pour moi, tout ça
tout ça participe de la destruction par nous-mêmes, par la base de la verticalité qui la tire vers le haut. Et Ouais. donc, voilà, je suis assez sceptique sur tout ça. Ouais, moi aussi. Mais c'est vrai que, Mardonius, toi qui connais mieux l'UPR que nous, une fois de plus, on juge un arbre à ses fruits. Oui. Est-ce que là, est-ce que le regard que l'on peut porter sur, François Asselineau, bon, hormis, la dérive qui lui est reprochée, heu, le prétexte dont on se sert, heu, est-ce que son bilan, selon toi, est un bilan positif en tant que, chef de parti? Il a été, pour moi, il est positif le bilan d'Asselineau jusqu'à, on va dire 2017. Et je trouve que depuis D'accord. 2017, c'est quand même pas Jojo. Hein, faut savoir quand même Ouais, ça oui. qu'il est rémunéré 6 800 € par mois, parti. Non, c'est bien, c'est confortable. Ça va, normalement, ça devrait aller, je pense. Mais que je trouve qu'il a pas Mmh. produit énormément de grandes analyses de pas mal de temps. Et puis c'est desiderata sur la chloroquine, professeur Raoult, on s'en moque un peu. Ah oui, alors j'ai vu ça Euh, aussi. Ouais. voilà, enfin, il est homme, enfin, il est politicien, il n'est pas scientifique, il n'a pas à s'exprimer comme ça. Alors il pourrait s'exprimer sur des modalités politiques de décision ou de soutien ou non à des médecins, mais pas prendre position médicalement, alors que c'est pas un médecin. Moi, j'ai Oui. trouvé qu'il Bon, était hors de ses plates-bandes à ce moment, par exemple. c'est pas le seul à l'avoir fait de toute Non, non, c'est pas le façon, seul à l'avoir fait, mais bon. et donc Mais très bien, bon, on va on va conclure ton intervention. Est-ce que peut-être que tu peux nous faire un bilan de tout cela en conclusion? alors, le bilan, bah, je vais terminer par un chiffre évocateur. Si vous allez sur le site de l'UPR, vous verrez que l'UPR est le seul mouvement politique en France qui publie en temps réel le nombre de ses adhérents. Et si vous y allez là tout de suite Oui, maintenant, vous y aurez 39 353. Or, parmi ces adhérents, il y a également ce qu'on appelle les adhérents statutaires, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas cotisé depuis 2 ans, mais qui restent membres 2 ans après leur dernière cotisation. d'accord. Voilà. Ah oui, Et ça permet de faire une extension d'adhérents quoi, voilà. en gros? Alors bon, c'est assez courant. Tous les partis le font, ça. Tous les partis le font. C'est-à-dire que Ouais. si par exemple, je sais pas moi, ma date anniversaire c'est le 10 octobre, si en aux octobre j'ai pas renouvelé ma cotisation, je suis pas supprimé des listes de membres tout de suite. Bien sûr, je peux être en retard. Bon, vraiment, je crois qu'on est maintenu 2 ans complets en tant qu'adhérent statutaire. Et ce qui fait qu'en fait, il y aurait Mmh. visiblement, de ce que j'ai entendu, certains disent qu'en fait, il n'y aurait que vraiment 15 000 adhérents à l'UPR, contrairement aux quasi 40 qui sont. Ouais, ouais. En fait, c'est par rapport aux délégués départementaux, etc. Donc finalement, l'UPR est un parti qui est pas si solide que ça. Il reste un parti qui fait faible, qui fait peu aux élections, et j'ai bien peur qu'il fasse encore moins en prochaine. Oui, après, peut-être qu'en conclusion, on pourrait peut-être, statuer sur, l'utilité de créer un parti et essayer de crever le plafond de verre, du système électoral français. Enfin, moi tout cela finalement ne m'inspire qu'assez peu de comment j'ai pas vraiment de compassion, pour, les membres de l'UPR. Je dirais c'est, ça me paraît quand même, ça me tu vois, c'est un peu le mythe de Sisyphe, quoi. Mmh. Bah, disons que la seule vertu, moi, que j'avais vraiment trouvée à l'UPR, c'est qu'au-delà, enfin, moi, je me suis jamais fait d'illusions sur le fait que l'UPR puisse remporter un jour des élections à niveau national, mais je trouvais intéressant Ouais. au niveau de la réinformation et de la prise, comment dire, faire prendre conscience à des gens de ce que c'était que le supranational, de ce que c'était que le national, Ouais. de bien comprendre la différence Mmh entre mh. des enjeux nationaux, locaux et bilatéraux et supranationaux. Et ça a permis quand même à pas mal de gens de prendre conscience de ça. Et juste pour ça, je pense que c'était sain. Ouais. D'accord, Ouais, d'accord. je serais, Raphaël? je serais peut-être pas aussi catégorique que le colonel sur le plafond de verre. Bien que j'ai conscience évidemment de toutes les difficultés que représente le fait de s'attaquer de cette façon au système, on va dire par les voies institutionnelles. On a quand même eu pas mal de pays au cours des dernières années où on a eu pas mal de surprises, où malgré le déploiement par le système de toutes ces armes médiatiques, de scandales, de toutes sortes on va dire, d'attaques sous la ceinture et au-dessus,
où finalement il y a quand même eu des fois où le système a été un peu ébranlé, même sur le terrain électoral. Je vois pas pourquoi euh, la France serait à ce point-là hors du champ, on va dire, par rapport à tous ces autres pays, pour que euh, pour que ce soit, je veux dire, catégoriquement impossible. Alors je dis pas que c'est facile, j'ai aucune idée de la probabilité du fait que ce soit possible, et encore moins dans le contexte actuel, mais de dire que ce soit fondamentalement impossible, je serais peut-être pas aussi catégorique. Bah, moi, je suis catégorique sur ce fait pour la bonne et simple raison. Enfin, c'est juste le fruit d'une réflexion personnelle. C'est que finalement, la France étant à la source de, de tout le projet républicain, c'est la chasse gardée en fait des forces qui ont intérêt à maintenir les systèmes républicains en place. Donc on est vraiment C'est sur certain. le terrain, tu vois, c'est le premier terrain quoi. Et espérer faire quoi que ce soit à ce niveau-là, c'est un vœu pieux quoi. Je veux dire, Monsieur Asselineau et les gens de l'UPR, ils sont, c'est des missionnaires. Mais alors, ouais, hein. Donc je sais pas. Pour toi, Mardonius, ça ne va pas survivre. Non, je pense que l'UPR c'est un parti qui va se dégonfler progressivement. Et puis, je pense que pas mal notamment des gens de sensibilité de droite qui sont à l'UPR vont finir par se tourner vers peut-être des partis comme la France, de Nicolas Dupont-Aignan, Ouais. donc les patriotes de Florian Philippot. D'ailleurs, je crois que Nicolas Dupont-Aignan et Philippot avaient appelé à une grande primaire à droite des souverainistes pour qu'il n'y ait qu'un seul candidat pour essayer de rassembler, mais bon, ça semble un écran de fumée. On va voir. Très bien. Eh bien, Mardonius, je te remercie pour ton intervention. Mais de rien. Raphaël aussi, bon, bah, si tu veux rester avec nous, on va accueillir d'illustres invités en deuxième partie d'émission. Alors, si vous avez des réflexions à nous faire part, une fois de plus, vous pouvez les mettre en commentaire. S'il y a des membres de l'UPR qui souhaitent nous apporter des informations, hein, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées. Même, j'ai même envie de vous dire, vous pouvez également peut-être nous livrer votre sentiment quant à la survie de l'UPR vis-à-vis de ce qu'il est en train de vivre. Voilà. Nous vous écouterons. Et on essaiera d'établir un dialogue. S'il y a des gens de l'UPR qui veulent venir pour parler du sujet, pourquoi pas d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup et on vous retrouve en deuxième partie d'émission. Ô vous princes des anges, la milice céleste, Saint-Michel l'archange, défendez-nous dans les combats. Saint-Michel l'archange, gardez nos âmes du Seigneur. Eh bien, merci d'avoir d'avoir écouté la première partie de notre émission et nous voilà donc dans la deuxième partie, donc les chroniques. D'ailleurs, à ce propos, le petit extrait musical que l'on passe systématiquement nous est très cher, hein. C'est un morceau des Francs-Tireurs Patriotes, que je salue si par hasard ils nous écoutaient. En deuxième partie d'émission, nous allons accueillir l'illustre Alexandre, le co-régent avec moi-même du Cercle Richelieu. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, bonsoir à tous, citoyens, citoyennes, sujettes, grognards, grogneuses et vous tous qui nous écoutez. Tu vas bien Alexandre? Écoute, ça va assez bien. J'ai enfin pu aller chez eux, donc pour la première fois depuis 2 mois, donc je me sens un peu libéré, délivré, on va dire. Et oui, parce qu'en deuxième partie, nous allons parler en ce lundi 11 mai du démoulage des flancs. Moi, j'ai du mal avec ce mot déconfinement. Ça me fait penser à des choses bizarres. Hein, on met fin à la quarantaine. Et on va recevoir également Hastings, hein, qui est déjà venu s'exprimer sur Résistance Royaliste. Bonsoir Hastings. Bonsoir à tous, exactement, oui. Moi, je vais pas parler de déconfinement, mais je vais parler au contraire de confinement et d'orgueil aujourd'hui. D'accord, très bien. Alors, on va commencer par Alexandre qui a
comme à son habitude, une analyse particulièrement fine et efficace et pertinente. Mais non, mais c'est vrai. Tu te prêtes à un exercice que je suis bien incapable de faire, donc je le salue. Alors, les conséquences de la quarantaine, hein, c'est ça? Alors, Les conséquences de l'après-quarantaine, puisque cette quarantaine oui, est de terminée, colonel. l'après-quarantaine. Tout à fait. Les conséquences du L'après-quarantaine. déconfinement, oui. Eh bien C'est voilà, parfait, c'est parfait. chers amis, on y est. Après 2 mois d'attente, le président Macron a annoncé le déconfinement. Attention, ce déconfinement est progressif. Alors, progressif, je vous traduis la novlangue, ça veut dire bordélique. En même temps, vous comprenez mieux ce qui se passe derrière les progressistes. Donc, notre déconfinement progressif commence. Il vous faut déjà vérifier une chose. Êtes-vous dans un département vert, signe d'un déconfinement plus important, ou rouge, signe d'un déconfinement très relatif? Alors, je vous résume l'affaire. Si vous habitez dans le nord-est ou dans la région parisienne, c'est mort pour vous. En même temps, si on y réfléchit un peu, cette ligne de démarcation peut en rappeler une autre, et la proximité de la frontière allemande prête presque à sourire. Après tout, ne sommes-nous pas en guerre? Mais que vous soyez vert ou rouge, les EHPAD restent confinés. Les collèges et les lycées aussi, mais pas les écoles primaires. Et oui, il faut bien renvoyer les gens travailler. Nous avons une économie de guerre à faire tourner, je vous le rappelle. Mais maintenant, tout le monde se pose une question lancinante, tragique. Que va-t-il se passer? Nous sentons tous au fond de nous, autour de nous, monter quelque chose. La défiance envers ceux qui nous gouvernent. La défiance et la haine. Pour faire un peu le parallèle avec la vidéo que nous venons de sortir sur la loi Avia. Les Gilets jaunes étaient le premier acte de cette colère de la France périphérique. Le ralliement mal intentionné de l'autre France, celle des syndicats et des antifas, a tué le mouvement. Mais les germes de la rébellion ont été plantés. L'arbre pousse lentement mais sûrement. Le vote et la promulgation de certaines lois, la réforme des retraites, la loi Avia, vont reprendre. Et la contestation aussi. Mais quelle forme cette contestation va-t-elle prendre? Il est probable que la première forme sera encore celle de la manifestation pacifique, type Gilets jaunes, et qu'elle sera réprimée de la même façon, paraît-il, que le gouvernement aurait déjà fait ses stocks, en prévision de la nécessité de contraindre un petit peu les manifestants. Mais ensuite, les Gilets jaunes, qui existent toujours, sont restés un mouvement de masse pendant presque 1 an. Combien de temps cette nouvelle contestation durera? Aucun gouvernement n'aura connu un aussi grand nombre de manifestations en aussi peu de temps. Aucun président n'aura connu une telle vindicte publique. Le terreau est-il bon pour quelque chose de plus gros? Un printemps français. Mais la différence des autres printemps de révolte, espérons que celui-ci ne soit pas financé par l'étranger. Pour autant, les Français sont-ils prêts? La colère ne suffit pas à nourrir la révolte. Même au sein de la dissidence, les guéguerres continuent. Des guerres d'ego, surtout. Le gouvernement va limiter notre liberté d'expression. La loi Avia est là pour ça. Le gouvernement va nous demander des sacrifices économiques, légitimés par les 2 mois. La réforme des retraites n'en est que le premier jalon. En fait, nos dirigeants semblent fascinés par l'idée de pousser toujours un peu plus loin le peuple, peut-être en guise d'expérience sociologique. Jusqu'où peut-on déposséder un peuple de ses droits, voire même de sa dignité? Nous allons le savoir bientôt, espérons que cela arrive vite, car plus ce sera long, plus la violence sera importante. Voilà. Alors, plus on fait monter la pression, plus le couvercle risque de sauter fort, si je te comprends bien. Ah, ça, tu sais, c'est la question toujours de savoir jusqu'où on peut tyranniser un petit peu une population et qu'est-ce qui va faire qu'elle va se soulever. Des fois, ça peut être pas grand-chose. Ça peut être un événement qu'on n'a pas du tout prévu, et d'autres fois, ça peut être quelque chose de beaucoup plus important. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est cette réflexion qu'on a souvent sur le cercle. Enfin, c'est cette question que je pose à tout le monde. Jusqu'à quel point peut-on pousser un peuple? Moi, ce qui me fascine dans tout ça, c'est que quand la colère du peuple est inévitable, ces gens-là arrivent toujours quand même à décider vers quoi ils vont l'orienter. Je vais prendre un exemple très concret. Avec le cas du confinement, il y avait 2 options. C'était soit on orientait la colère des gens contre le confinement,
soit on orientait la colère des gens contre ceux qui veulent déconfiner en disant, ce qui est pour moi le discours enfin, c'est un peu ce qui a triomphé dans la population française. Oui, c'est des salauds, ils veulent nous renvoyer travailler parce qu'ils ne pensent qu'à l'argent, ils veulent faire tourner l'économie, quitte à ce qu'il y ait plein de cadavres. J'entends ça énormément, je vois beaucoup ça circuler sur les réseaux sociaux. Et pour moi, c'est vraiment la preuve qu'en fait, entre le politique et l'économique, ils ont préféré sacrifier l'économie. Le plus important pour eux, c'était ce que disait Alexandre, c'était de progresser dans leur projet politique, qui était de pousser le peuple français en fait de plus en plus à bout, quoi, et de faire voilà, on peut décider, on emploie quarantaine, tout ça et tout, mais en fait, c'est pas une quarantaine. Une quarantaine, c'est quand on maintient des gens isolés le temps de voir s'ils ont une maladie ou pas. Nous, ce qu'on a vécu, c'est une assignation à résidence. Enfin, nous, moi, je suis un peu loin, mais ce que la France a vécu, c'est une assignation à résidence. Oui, Oui, bien sûr, bien sûr. c'est ça, avec des auto-autorisations à circuler. C'est quand même cocasse. Et donc, vraiment, pour moi, c'est ça qui est un petit peu, pour moi, tout le génie du mal du système, c'est d'arriver, même quand il y a la colère du peuple qui est inévitable, ils arrivent à décider, en fait, comment ils vont l'orienter. Et du coup, là, on est en train, par exemple, de jeter la colère des Français sur quelque chose qui, moi, me paraît pas être le plus pertinent. Certains qui disent, oui, ils nous renvoient travailler alors qu'il y a des problèmes de santé, tout ça et tout. Personnellement, j'estime, alors, peut-être vous serez pas d'accord, hein, j'estime que c'est pas si risqué que ça. Enfin, que le problème sanitaire, la réaction qui a été mise en place a été un peu disproportionnée et qu'on s'en est plus servi pour justement un usage politique que pour une réelle prévention sanitaire. Alexandre? Oui, alors, effectivement, de toute façon, on peut se poser des tas de questions, c'est-à-dire, c'est quand même très bizarre de confiner tout un pays pour une maladie qui, effectivement, n'était pas non plus la grippe espagnole. Donc, il y a probablement des raisons derrière. Moi, je pense fortement que l'idée était de recentrer la colère et la haine des Français, d'en faire de la peur vis-à-vis de la maladie coronavirus, qui effectivement est une maladie qui tue, hein, ça c'est un fait. Mais enfin, il y a beaucoup de maladies qui tuent, hein, et on ne fait pas un confinement nécessairement pour toutes ces maladies. Donc, c'est toujours un bon moyen de reprendre la main sur un peuple que d'instiller la peur et de rappeler à ce peuple l'importance d'avoir un gouvernement qui, entre guillemets, assure sa sécurité. Même si, évidemment, pour ce gouvernement et pour tous les précédents, ils n'ont pas assuré la sécurité des Français depuis bien longtemps. Oui, et puis au final, maintenant, avec le recul, on s'aperçoit qu'il y a eu des foyers comme la région parisienne et puis l'Est de la France, mais tout le Sud, moi j'ai un peu mené enfin, j'ai pas mené une enquête, mais enfin bon, c'est quand même assez rapide de s'apercevoir que Avignon, Toulouse, enfin il y a tout un tas d'endroits où les lits n'étaient pas occupés. Alors, vous vous souvenez de l'épisode de l'hôpital militaire qui était mis en place, etc., qui a été démonté en 15 jours? À Strasbourg, oui. On est, ouais, on est quand même on a l'impression qu'il y a une grande mascarade quand même derrière tout cela. Il y a eu des morts, c'est certain. Ça a été relativement Mascarade, c'est le concentré dans mot. des zones géographiques. Oui, non, mais je l'emploie à dessein. Et on, on se demande jusqu'où va la manipulation sociale finalement. C'est en fait, on entend beaucoup de choses qui ne font pas de sens au final. Oui, alors d'ailleurs, j'en profite pour vous donner une info qui vient de tomber là, qui date de cette journée. Il y a visiblement un chef Gilets jaunes qui avait appelé justement à la révolte, hein, et qui avait précisé qu'il avait un plan en lien avec des officiers de l'état-major français pour encercler Paris avec une armée populaire. Bon, je pense que c'était évidemment du gros blabla, mais enfin passons. Il a été visiblement, selon les informations qui arrivent, alors je ne sais pas si c'est des fakes ou pas, on verra si c'est des fake news, comme on dit, des fausses informations ou pas, mais il a été emprisonné là à 19h, il est rentré en garde à vue. Pour incitation au désordre public? Ah écoute, je n'en sais rien, je vois, comme je te dis, j'ai eu l'information qui est arrivée, et je ne sais pas si c'est une véritable information ou pas, le truc traîne sur les réseaux.
mais il aurait été mis en prison. Attendez, je vais essayer de retrouver en même temps le nom de cette personne. Une chose est certaine, c'est pas le premier épisode, puisque je sais pas si vous vous souvenez la banderole sur, il y a plusieurs banderoles qui avaient été mises, à Toulouse, et les gens auteurs de ces banderoles, anti-Macron là, vis-à-vis du coronavirus et cetera. Alors je me rappelle plus de la teneur de la banderole, mais enfin c'était un peu dans la veine de halte à la mascarade. Ils ont vu la ils ont vu la visite de la police, et je crois que la personne qui avait, mis la banderole à son balcon s'est retrouvée en garde à vue pour une Alors, banderole. donc, Castellan vient de me faire parvenir le nom, effectivement, et du coup, j'ai pu retrouver l'information. C'est Christophe Chalençon, voilà, qui était en garde à vue Ah oui, depuis d'accord. 19h après son appel au soulèvement. Voilà. Là encore, on peut se demander ce qui va se passer. C'est quand même très bizarre aussi. Enfin, très bizarre. C'est quand même très rapide, cette réaction du gouvernement. Bon, moi, je ne crois pas du tout à cette truc, une armée populaire soutenue par les chefs d'état-major. Ça me semble complètement illusoire, mais déjà, il faudra voir d'ici quelques semaines s'il n'y a pas quelques remplacements parmi les grands généraux de l'armée. Ça serait intéressant à constater. Mais en tout cas, visiblement, le gouvernement est un petit peu à cran aussi. Donc, c'est qu'il doit sentir aussi, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va prendre la suite des Gilets jaunes, ou peut-être jeunes, mais une nouvelle étape, tout simplement, qui va être beaucoup plus dure, à mon avis, je pense. Les masques blancs. Oui, peut-être. Oui, les masques blancs maintenant, est-ce que, Ou les sans masques, peut-être, référence aux sans dents. ouais, c'est vrai. Oh, Est-ce que de votre point de vue, cette espèce d'incompétence, enfin tout ce qui est reproché au gouvernement, est-ce que c'est suffisant pour un soulèvement populaire? Est-ce que c'est justifié finalement? Je suis pas sûr déjà qu'on puisse parler d'incompétence. Je pense que c'est plutôt, une manière de gérer la situation, hein, tout simplement. Je crois pas Ouais. qu'il y ait plus d'incompétence que ça de la part de notre gouvernement sur ce sujet. En tout cas, pas plus que sur les autres. Maintenant, oui, je pense que la plupart des gens le voient en effet comme une incompétence. Je ne crois pas que ça suffira pour renverser l'échiquier. Objectivement, c'est ce qui va se passer dans les semaines à venir qui sera beaucoup plus déterminant. Voilà, on arrive aux vacances d'été, c'est aussi problématique. On sait que pour tous les mouvements un peu contestataires, les vacances d'été, c'est généralement assez mauvais. Donc, je sais pas. Moi, je crois pas que ce sera suffisant, mais je me dis qu'on est peut-être sur la bonne voie. bah, c'est surtout si on n'est pas d'accord sur où se situe l'incompétence. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a ceux qui vont dire le confinement a détruit l'économie, il a mis des secteurs en danger, notamment des secteurs vulnérables comme les artisans, et alors que c'était pas forcément justifié de procéder de cette manière-là. Donc il y a des gens qui vont situer l'incompétence là, alors qu'il y en a d'autres qui vont être au contraire dans une vision plus, on va dire, sur la gravité de la maladie, qui vont juger que l'incompétence du gouvernement, ça a été de ne pas en faire plus. Et donc, du coup, est-ce que les gens qui jugent incompétent le gouvernement, mais pour des raisons différentes, peuvent se rejoindre? Ça reste une question. Ouais. Mais on peut se poser la question, par exemple, de cette espèce de balai, vis-à-vis des masques qui, à la base, était, stupide. On ne portait pas de masque, ça servait à rien et cetera. Puis d'un coup, maintenant, le masque devient obligatoire. Moi, je pense que c'est pareil pour vous, la mairie nous a distribué des masques là. Bon, alors moi j'ai mon masque à cartouche, ça me suffit, hein. Alors, moi, je t'avoue, j'ai reçu une lettre de la mairie sur comment mettre un masque, mais dans la lettre, il n'y avait pas de masque. Donc, je me suis dit, c'est Ah très bah! étrange, mais bon. Ils ont pas mis une photo de Sibeth pour aider une illustration. Oui, voilà, tout à fait, avec Non, un manuel. d'ailleurs, notre cher porte-parole est prise en train de fumer juste avant son interview par BFM, mais qui s'était pas rendu compte que ça filmait déjà. Ça aussi, c'était assez amusant. Juste pour vous parler du coup de la situation de là où je suis, en République dominicaine à ce niveau-là, il y a eu dès le début mais une inondation de masques. On avait des masques à n'en plus savoir que c'était vraiment incroyable. Et jusqu'à présent, il y a des vendeurs de masques partout, enfin des vendeurs ambulants dans les rues. On trouve vraiment des masques partout.
Et très vite, il y a eu effectivement cette obligation quand on est dans la rue de porter le masque. Alors, de là à ce que les gens respectent, bon, on est quand même dans un pays du Ouais. tiers-monde, faut pas non plus Il aurait s'attendre à la fallu grille allemande. il aurait fallu que le gouvernement aille s'approvisionner chez toi, du coup, parce qu'apparemment, nous, on a toutes les peines Mais du monde à se moi, procurer des masques. c'est ça qui je trouve assez impressionnant, c'est comment un pays comme la République dominicaine, sans mépris aucun, hein, mais bon, ça reste un petit pays qui est pas forcément parmi les pays les plus Oui, oui. développés, comment on peut se retrouver avec une telle abondance d'un produit qui manque dans les pays développés? Non, mais un autre Ah, exemple, on a tous vu ces photos, les supermarchés au Maroc vendent des packs de 100 masques Ouais. pour 80 centimes d'euros. Donc, je sais, c'est Oui, là et où puis tu te poses quand même des questions, quoi. Enfin, tu d'ailleurs, vois dans petit les détail infos, amusant. dans les infos aujourd'hui, le prix des masques a été multiplié par 5, voire par 10, quoi. Enfin, c'est bon. Moi, alors, Ah, mais on peut reprocher au gouvernement une forme d'incompétence, peut-être dans le fait, justement, de ne pas tester, par exemple. Ça, moi, je trouve ça absolument légitime. Il n'y a pas de tests qui sont faits. On teste pas en masse. Je sais pas, Paraît-il que apparemment la ça va Corée a tester avant la rentrée dans les collèges et les lycées. C'est à voir. alors, ouais, la rentrée de septembre. Non, celle qui est plus ou moins censée venir en juin, même si on n'est même pas sûr de rentrer en juin, mais on verra bien. ah, mais ça aussi, c'est marrant parce que la conclusion qu'on va pouvoir tirer des résultats des tests, elle sera aussi complètement aléatoire. Parce que ça peut être soit, il y a beaucoup plus de malades qu'on pensait, c'est une catastrophe, ou soit ça va être, ah bah finalement, la majorité des malades, c'est pas si grave, quoi. Ça leur fait rien, la plupart sont asymptomatiques, c'est pas grave, quoi. Et donc, ça va être le système, encore une fois, qui, à mon avis, va décider de l'orientation de la conclusion qu'on va tirer de ces tests. Et donc, ça servira à rien. Enfin, je veux dire, si on peut décider noir ou blanc, peu importe le résultat, à quoi bon Est-ce Vous qu'on voyez ce que je veux peut, dire? est-ce On n'y est qu'on même peut, pas di- encore. est-ce qu'on peut dire toute cette crise là depuis janvier euh, marque un cran de plus vers le désaveu du système politique français dans sa généralité? Est-ce que vous sentez ça, vous? Encore une fois, la majorité des gens n'ont pas, c'est pas médisant de dire ça, mais n'ont pas les capacités intellectuelles pour théoriser tout ça dans leur esprit. Ils ont juste une défiance vis-à-vis du gouvernement, mais en fait, comme ils ont une défiance vis-à-vis de chaque gouvernement qui s'enchaîne, parce qu'ils voient bien que leur situation, loin de s'améliorer, au contraire empire, que ce soit en termes de sécurité, en termes d'immigration, en termes d'économie, etc., etc. Bon, Ouais. après, est-ce que réellement les gens commencent du coup à nourrir une défiance, pas contre la République, ça c'est Non. certain, puisque on vous explique qu'on nous a volé la République, qu'en fait c'est exactement la République, c'est exactement sa manière d'agir, ça a toujours été, mais Voilà. les gens pensent qu'une sixième République sera meilleure, et si la sixième n'est pas la bonne, ce sera la septième, la huitième, la neuvième, la 10e. 10, tu vois, ça fait un chiffre rond, c'est joli. Oui, ça marche pas parce que c'est pas la bonne République. Voilà. Mm. Moi, je pense que c'est tout le contraire qui va se passer. Je pense qu'il y a énormément de gens qui vont se sentir confortés dans l'idée que heureusement qu'il y a un système. Parce que c'est parce qu'il y a le système que autant de gens ont pu rester à la maison sans devoir travailler et sans mourir de faim. C'est parce qu'il y a le système qu'on a pu mettre en place des mesures de grande envergure, alors qu'elles soient bonnes ou pas, mais au moins on a pu les mettre en place à grande échelle, c'est parce qu'il y a le système. Tandis que si on avait été dans un système, enfin dans une situation plus anarchiste, plus libre, où il y avait des mouvements contestataires, où chacun tente de mener son combat, ça aurait été la catastrophe. Alors que grâce au système, finalement, on est en train de s'en sortir tant bien que mal. Et je pense que c'est plus sur ça que beaucoup vont retenir, malheureusement, je le déplore. Alors toi, tu es en train de dire que cette espèce de dictature, c'est ce qui convient finalement aux gens. Oui, je le pense. Ça me rappelle un. Alors, je sais pas si vous étiez là la dernière fois que j'en parlais. Je parlais d'un auteur martiniquais, en fait, qui a été le premier martiniquais à participer à un gouvernement français, qui s'appelle Henri Lemery. Et
il exposait une théorie sur la Révolution française dans laquelle il disait qu'en fait la République avait triomphé parce qu'elle incarnait, au moment où la monarchie avait un moment de faiblesse, elle incarnait ce qui avait été les principes fondateurs de la royauté, qui pour lui étaient l'ordre et la continuité. Et en fait, je pense que là encore, la République continue de se légitimer malgré tout ce qui s'écroule, malgré toute la décadence, tous les problèmes, malgré tout le mécontentement. La République continue de se légitimer aux yeux des gens en incarnant un peu cet éternel État français qui garantit l'ordre et la continuité. Et dans la crise, finalement, c'est ça en fait qu'a cherché à jouer comme rôle, selon moi, le système, cet ordre, ce rôle de, voilà, vous avez vu, on arrive quand même à maintenir l'ordre et à maintenir une continuité quoi qu'il arrive face au déchaînement des éléments, face aux épidémies, face à la guerre, comme disait euh, Macron. Et je suis sûr, malheureusement, que en fait, dans l'inconscient collectif français, ça va parler à beaucoup de... Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire parce qu'il y a un phénomène qu'on oublie bien souvent, c'est à chaque attentat terroriste qui se trouve renforcé politiquement. C'est pas nécessairement les partis d'opposition, c'est pas non plus nécessairement les partis dits extrémistes, c'est généralement le parti qui est au pouvoir parce qu'on fait corps autour du pouvoir, parce qu'on attend à ce qu'il prenne des décisions qui nous protègent, cette fameuse stupidité de l'union nationale. Vous savez, c'est quand on n'a plus rien à dire, on appelle à l'union nationale. Je remarque que nos présidents appellent de plus en plus vite à l'union nationale, donc c'est qu'ils ont vraiment plus grand chose. Mais voilà, ça fait corps. Dès qu'il y a une menace, on fait corps vis-à-vis du pouvoir, alors même que cette menace naît de l'inaction du pouvoir, ou plutôt de sa mauvaise action. Voire même, et je m'avance peut-être un petit peu, vous me rattraperez, voire même que le pouvoir favorise l'émergence de la crise volontairement, justement, pour se renforcer. Parce que, bon, je suis désolé de le dire, mais entre la communication, entre le temps qui a été mis à fermer les frontières, alors que selon moi, un État comme la France est très très bien renseigné sur ce qui se passe en Chine, et on a sûrement dû voir venir la crise de loin. Pour moi, il y a eu une véritable volonté de favoriser une situation de crise, tant dans la communication que dans les mesures qui ont été prises. Je suis désolé de le dire, mais pour moi, il y a eu une volonté de favoriser la crise. Ouais, mais ça, c'est complotiste ce que tu dis, Raphaël. Alors, excusez-moi, je remets mon chapeau républicain. C'est très 1984. Hein. Dans 1984, on comprend à un moment dans le livre qu'en fait, les bombardements sur les principales villes de, je ne sais plus comment s'appelle cet État, celui où il y a les États-Unis, l'Angleterre, etc. Je ne sais plus comment s'appelle cet État, mais que les bombardements que sur les principales villes de cet État, en fait, sont des bombardements qui sont organisés par le pouvoir lui-même pour rappeler aux gens qu'on est éternellement en guerre. Et donc, il y a toujours besoin de se souder autour du pouvoir. Donc, bon, c'était le discours de Reagan. On pourrait se poser la question de ce qui arriverait si une menace hors de ce monde venait menacer la Terre. Ne verrions-nous pas toutes les nations s'unir autour d'un ennemi commun, etc. C'est ce que Reagan appelait de ses voeux, quelque part, dans ce fameux discours. Et c'est vrai que quelque part, on peut se dire que le coronavirus, c'est du pain béni pour un pouvoir républicain qui bat de plus en plus de l'aile. Alors, est-ce que les communicants ou est-ce que tout un tas de grands stratèges se sont pas dit, tiens, on a les gilets jaunes, on a tout un tas de contestataires, ça va pas bien, on va laisser un peu la crise, comment dire, gagner un peu d'ampleur, on va lui mettre un petit peu plus de carburant pour pouvoir justifier tout un tas de choses. oui, c'est très possible. C'était quand même une période de 2 mois, entre guillemets, de repos pour l'État parce que tous les regards ont été orientés vers le coronavirus et même s'ils ont subi, il faut admettre, les critiques pour leur gestion du coronavirus, alors pas dans les médias mainstream, hein, ça c'est l'évidence, mais ça, grosso modo, quand même, dans la vie réelle, dans la France réelle, l'immense majorité des gens critiquent l'État sur la gestion du coronavirus. Pendant ce temps-là, je rappelle que normalement, il devait y avoir des discussions sur les projets de loi en cours, la réforme des retraites, patati patata. Et
tout ça, voilà, on en a plus parlé et il est probable que voilà, qu'est-ce qui va se passer le 13 mai? 13 mai, dernière lecture de la loi Avia, et tout le monde s'en fout. Donc je veux dire, ça a permis un peu de faire oublier aux gens les réformes qui allaient être contestées très durement. Donc ça a quand même eu un avantage. D'autant que je rappelle que malgré tout, entre 30 et 40% de la population estime à l'heure actuelle que le gouvernement a bien géré la crise, ou en tout cas ne l'a pas plus mal géré qu'un autre gouvernement. Donc même si l'immense majorité de la population, entre 60 et 70%, finalement la France périphérique de Guy Louis, c'est ça, c'est à peu près 60 à 70%, estime qu'il a mal géré. Mais de toute façon, c'est pas le vote premier tour d'Emmanuel Macron. Et le vote premier tour d'Emmanuel Macron, actuellement, il estime que Emmanuel Macron, il a bien géré. Ce qui veut dire qu'à la prochaine élection, il est probable, malgré ce qu'on peut lire sur certains sites de la dissidence, comme quoi Macron ne serait pas candidat ou alors Macron ne pourrait pas gagner, ne pourrait pas se qualifier au premier tour. Non, Macron, il est solide sur son socle, c'est-à-dire sur les gens qui votent toujours pour lui. Ce qui n'était pas le cas de François Hollande, ce qui n'était plus le cas de Nicolas Sarkozy. Voilà, Emmanuel Macron, il a 20 à 25% des gens qui le suivent et qui sont en accord avec lui. Donc ça, il est tranquille. Il sait qu'au deuxième tour, il va arriver contre un candidat soit d'extrême droite, soit d'extrême gauche, plus vraisemblablement d'extrême droite, ou en tout cas qualifié comme tel. Et donc là, ce sera toujours le moment de ressortir la rengaine. Et c'est pas grave s'il gagne à 51 contre 49. Il aura gagné aussi. Donc voilà, après ce sera au suivant, parce que de toute façon, il ne fera pas plus de 2 mandats. Donc après, ce sera à celui qui viendra après de gérer tout ça. Oui, c'est clair. C'est vrai que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parler avec des gens qui sont pas forcément dans nos milieux, ni royalistes, ni souverainistes, etc. Pas plus tard que ce week-end, j'ai discuté à des gens non politisés, on va dire, et j'ai entendu cette réflexion. De toute façon, aux prochaines élections, on va encore avoir un Macron contre Le Pen, et puis voilà. C'était très surprenant d'entendre, c'était une jeune fille d'ailleurs qui disait ça, de je sais pas, 25 ans. J'ai trouvé ça assez, enfin, je sais pas, vous êtes d'accord avec ça? Apparemment. Moi, oui, c'est l'analyse que j'en fais. Ouais, Il est très voilà. probable qu'on en arrive là. Sauf événement complètement imprévu, comme l'arrivée de Macron l'avait été, c'est vrai que tout semble Bah, se dérouler comme un... Tout on a un semble peu jouer là. l'impression on a un peu l'impression que la grogne populaire finalement, elle est là, elle navigue un peu, on sait que ça grogne. Finalement, il y a rien qui se matérialise et la crise en fait n'a permis à rien de se matérialiser encore. Oui, mais enfin, de toute façon, on va se prendre de plein fouet une crise économique qui, à mon avis, sera beaucoup plus importante que celle qu'on avait eue en 2008. Donc Ouais. là, il va falloir légitimer des mesures très particulières économiquement parlant. Donc le coronavirus, c'est parfait pour ça. Et les gens auront, à côté de ça, toujours cette peur viscérale de perdre le peu qui leur reste. C'est ce que j'appelle le symptôme grec. C'est-à-dire qu'au final, on ne se rebelle pas parce qu'il reste quand même un petit quelque chose encore de perdre ses miettes par rapport à ce qu'on avait pu avoir avant. C'est ça. Donc, voilà. Très bien. Eh bien, messieurs, nous allons passer à la deuxième partie des chroniques. Hastings, c'est à toi. Nous t'écoutons. Oui, Hastings. oui, absolument. Allez, je me lance. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler, comme je l'avais dit en tout début d'émission, me semble-t-il, du confinement et non pas du déconfinement, et surtout de la raison de cette crise et de la responsabilité de l'organisation actuelle de nos sociétés dans cette catastrophe sanitaire. Donc, le titre que j'ai donné à cette présentation, c'est Pandémie et orgueil. Mais pourquoi parler d'orgueil et de pandémie dans le même sujet? C'est la première question que l'on pourrait se poser. Certains, peut-être, feront un lien entre, par exemple, l'orgueil du gouvernement devant cette crise et les conséquences de ce sentiment de supériorité, la mauvaise gestion du pays, etc. Mais là, l'orgueil dont je parle, c'est un orgueil encore plus grave, plus insidieux, pardon, plus important que celui-ci. Il décrit le sentiment qui secoue la majorité des instances humaines modernes depuis au moins le 19e siècle. Ce sentiment de supériorité de la modernité, de l'humain devant la création. La pandémie, elle, est une catastrophe révélatrice de cet orgueil nouveau, comme toutes les catastrophes qui touchent nos sociétés.
Et lorsque j'emploie le mot catastrophe, ce n'est pas pour éveiller chez vous la méfiance, la peur, c'est pas une exagération ou du complotisme. La catastrophe est ici une notion géographique. Elle décrit, selon la définition du CNRTL, un événement brutal qui bouleverse le cours des choses en provoquant souvent la mort et ou la destruction. La catastrophe se découpe en 4 catégories: l'aléa, les enjeux, la vulnérabilité et la résilience. En effet, une catastrophe naturelle, par exemple, naît d'un aléa, un événement peu prédictible, hors du contrôle humain, un séisme, un cyclone, etc. Cependant, si cet aléa ne rencontrait pas d'habitation, de structure humaine ou d'organisation humaine, ça ne serait pas une catastrophe. À l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, il y a sûrement des grandes tempêtes dans le désert, mais étant donné qu'il n'y a personne, il n'y a aucun enjeu, il n'y a pas de catastrophe. La vulnérabilité représente l'exposition au risque qu'incarne l'aléa. Et enfin, la résilience, c'est la capacité des sociétés à résister, se reconstruire et se prémunir du risque. Ainsi, comme nous le voyons, une catastrophe part d'un événement non humain, mais n'existe que parce qu'il y a des sociétés humaines. Cela implique une responsabilité de celles-ci, et l'orgueil intervient à ce moment-là. Le sentiment d'invulnérabilité, l'inculture du risque et l'ignorance même du risque sont plus que des facteurs aggravants d'une catastrophe. En fait, il l'a créée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je tâcherai d'expliquer en quoi l'orgueil de nos sociétés actuelles a conduit à cette catastrophe et en quoi il est symptomatique d'une organisation planétaire globalisée et dangereuse. À travers 3 points, nous étudierons 3 symptômes et conséquences de l'orgueil moderne révélés par la pandémie. On va analyser l'urbanisation, le manque de culture du risque et la centralisation des productions et également des systèmes de transport maritime. Et je vous proposerai pour chacune des parties des alternatives qui ont existé dans le passé, qui palliaient à ces problèmes, des systèmes anciens qui, certes, ne les annulaient pas, mais permettaient de s'en prémunir. Lorsque je parle d'urbanisation, il faut préciser une chose. Le fait qu'une ville grandisse, s'étende, se densifie, ça c'est un processus tout à fait normal. Le fait d'habiter des régions extrêmes, c'est aussi une pratique normale, ancienne. Nombre de sociétés se sont développées perchées sur le toit du monde ou sur des sols sismiques. L'urbanisation décrit un phénomène moderne, un processus de désertification des campagnes au profit des villes et d'une extension incontrôlée des villes. Cette urbanisation a démarré, on estime, dès le 18e, 19e siècle surtout. Mais il ne faut pas s'imaginer que je parle de l'exode rural qu'on récite encore dans les classes. En effet, au 19e siècle en France, la majorité des gens vivent à la campagne, travaillent à la campagne. Les industries du territoire, sur le territoire français sont en fait très dispersées, pardon. Et donc, ce n'est pas de ces processus-là qu'on parle, c'est pas la centralisation des usines dans les villes et le mythe de l'exode rural, qu'on décrit dans les classes. Ce qu'on voit au 19e siècle, c'est plus des phénomènes comme la littoralisation, en fait, c'est les villes qui se mettent à des endroits qui étaient jugés interdits à l'époque, comme les plages, qui étaient les littoraux, qui étaient, mis à part pour les ports, jugés comme des endroits très dangereux. Cette littoralisation, c'est un exemple de l'urbanisation que je décris. Les villes s'étendent sur des territoires qui étaient avant jugés comme dangereux, inhabitables, sur les plages, dans le cas de la littoralisation. L'homme étant avant habitué à fuir ces endroits, était avant, pardon, habitué à fuir ces endroits, car dans une conception empreinte de spiritualité, il y a en fait le monde habitable, ordonné, et le monde dangereux, chaotique, rempli de démons. Les Grecs divisaient par exemple le monde entre le cosmos et le chaos, autant spirituellement que géographiquement. Si nous regardons d'un point de vue matériel, ce qui est notre sujet, ce découpage permettait d'ordonner les sociétés. Il y avait les gens de la ville, les paysans et les gardes-frontières, comme les chasseurs ou les marins, sur lequel je reviendrai. C'est ainsi que l'humanité, dans certains pays comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne, tous les pays occidentaux, les États-Unis aussi, bravé ces interdits et s'est développé dans des zones rudes, non pas dans des zones rudes, difficiles, comme les montagnes ou les déserts, mais dans des zones proscrites, autant sur le plan matériel que spirituel. Et la pandémie actuelle révèle cet orgueil des modernes à relier les histoires de conteurs au rang de grégeries folkloriques. De nombreuses études actuelles montrent l'impact de la promiscuité entre les zones habitées et les zones sauvages. Je vous renvoie par exemple à la dernière et excellente vidéo de Dirty Biology, qui traite de ce sujet beaucoup mieux que moi d'ailleurs, avec l'appui de sources et l'interview d'un docteur dans le domaine. Quoi qu'il en soit, les spécialistes sont plutôt d'accord pour pointer du doigt la réduction des frontières entre le monde sauvage et naturel comme facteur aggravant des pandémies. C'est donc par l'orgueil que les humains, se sont mis à coloniser des mondes entre guillemets qui étaient jugés inhabitables, où vivaient les démons et les bêtes sauvages dans la conception traditionnelle. Et c'est parce que certaines sociétés sont en contact direct avec ces régions-là que les pandémies peuvent se développer et se sont développées comme celle-ci qui est née d'une promiscuité entre le monde sauvage et le monde
habitable civilisé. Comme je l'ai dit plus tôt, les régions périphériques du monde habitable étaient peuplées par des gardes frontières, c'est-à-dire des populations très faibles en nombre, représentant souvent une catégorie sociale à part entière, en marge de la société et très averties sur les risques de leur milieu. Ces populations, elles étaient en contact avec les paysans et les citadins que dans le cas d'un échange commercial. Ce sont les chasseurs et les marins, pour ne citer qu'eux, et c'est sur lesquels je vais m'attarder. Véritable société initiatique au Mali, par exemple, figure très importante de la culture allemande par le prisme du Jäger, figure littéraire de l'homme entre les deux mondes, le chasseur, c'est un homme plein de mystères, vendant son gibier, mais vivant en marge de la société, connaissant parfaitement son milieu, la forêt. C'est le même cas pour les marins, qui pouvaient être certes plus nombreux que les chasseurs, mais tenaient un rôle similaire et connaissaient parfaitement leur milieu, la mer. Le marin était aussi en marge de la société, tellement en marge que les pêcheurs et navigateurs étaient nommés les gens de la mer. Le point commun de ces hommes était la grande connaissance de leur milieu, un milieu qui impose l'humilité. Le chasseur et le marin, au contraire du citadin et du paysan, ne prétendent pas maîtriser leur milieu, mais s'adaptent à lui. Mais la colonisation que je vous ai décrite de ces milieux en marge du monde a été suivie d'un changement de population. La côte normande en est le meilleur exemple, Deauville, qui est peuplée par des Parisiens. La côte vendéenne également, par exemple dans le village de Languillon-sur-Mer, lors du cyclone de Xynthia, sur les 241 résidences touchées, il n'y en avait que 25 qui étaient des résidences principales. Tout cela implique un manque de culture du risque. Les populations des terres inhabitables, de ces terres jugées comme abritant le chaos lui-même, sont les populations les moins prêtes à l'hostilité cachée de ces terres. Les habitants des littoraux d'aujourd'hui, par exemple, ne sont pas des gens de la mer. Les habitants des villes qui collent les forêts sauvages ne sont pas des chasseurs. Donc, en plus d'ôter une barrière entre ces deux mondes, en plus d'éliminer inconsciemment les gardes de ces barrières, l'orgueil a conduit à une surexposition au risque, une surexposition inconsciente et dangereuse. Des populations entières sont à l'heure actuelle dans des endroits où seuls des gens spécialisés et capables devraient habiter, et en petit nombre. Nous pourrions dire que ce constat ou cette analyse vaut que pour les catastrophes naturelles. Je vous ai cité Xynthia, je pourrais vous citer Katrina à la Nouvelle-Orléans, etc. Cependant, le manque de culture du risque entraîne des réactions complètement inappropriées qui peuvent fatalement aussi augmenter le risque d'épidémie ou de pandémie dans d'autres cas. Des citadins curieux devant un animal exotique, des citadins luttant contre les chasseurs et militant pour la faune sauvage sans véritablement la connaître, ni elle, ni les parasites et virus qu'elle abrite. Ce sont que des exemples. Cette inculture du risque est une résultante de la promiscuité décrite dans la première partie. Ça, je l'ai déjà dit. C'est une résultante sociale de l'orgueil de nos sociétés, à se croire savante de tous les risques, tout en discriminant les vrais savants des risques, donc les fameux gardes frontières, à se croire immunisé du mal même quand il est à 500 mètres de lui, car la médecine fera le travail dans le pire des cas, et puis aujourd'hui qui meurt de ces maladies médiévales venant des rats et des animaux. Nos sales et obscurs ancêtres n'étaient pas aussi préparés que nous, être civilisés et intelligents, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous voyons les effets de l'orgueil d'une population qui a oublié qu'un animal pouvait être vecteur d'une maladie, et qui a même oublié ce que c'est que de vivre une épidémie d'une maladie mortelle. Enfin, comme une sorte de conclusion, analysons ensemble cette histoire de centralité et de réseau dont je vous ai parlé. Vous n'êtes pas sans savoir, et je vais m'attarder un peu sur une petite explication, et cela est également appuyé par de nombreuses études, que cette catastrophe pandémique, sanitaire, est la résultante d'une très grande connexion des différentes régions du monde. Ce n'est pas tant la connectivité du monde que sa globalisation qui est à l'origine de cela. En effet, les ports qui ont répandu la maladie, au même titre que les avions et les aéroports, s'organisent en hubs gigantesques, pivots entre le commerce mondial et le commerce régional. Dans le cadre des ports, par exemple. Les marchandises viennent du bout du monde, de l'Asie, viennent à Rotterdam, Anvers ou Hambourg, hub du nord de l'Europe, puis sont distribués dans les ports régionaux, comme Le Havre ou Dunkerque. Cette centralisation dans les hubs a amené à ce que nous appelions des terminaux dédiés ou spécialisés. Pour faire simple, si aujourd'hui les ports sont aussi immenses, gigantesques et en haute mer, c'est parce que chaque terminal de transbordement, donc là où on change et on décharge les conteneurs, est spécialisé dans un domaine. Et cette spécialisation, en fait, elle se fait en parallèle à la spécialisation de la production, notamment alimentaire. En fait, la production est centralisée et spécialisée, et dans le cas des animaux, c'est très grave parce qu'on va avoir des monocultures, des mono-élevages qui favorisent le développement de ces pandémies. On en a eu des cas en Indonésie, notamment dans des élevages de porcs. Tout cela permet de comprendre comment, par exemple, un souci sanitaire, comme je le dis, d'un élevage de porcs en Indonésie peut amener à une contamination d'une région aux antipodes. Les élevages sont spécialisés, à l'inverse des basses-cours et autres systèmes traditionnels, et les hubs redistribuent la marchandise partout et concentrent la marchandise. Fatalement, cela favorise la contamination de n'importe quelle région. Un problème d'un village de 200 habitants peut être la nouvelle pandémie de demain.
Et cette globalisation et centralisation posent problème dans la résilience des sociétés. En effet, les réseaux villageois traditionnels permettaient de pouvoir cibler la zone, le village en question à mettre en quarantaine, pardon, et ainsi limiter la contamination de tout le réseau. Et certaines régions du monde actuel font encore ça, ou des régions, par exemple, certaines régions montagneuses, notamment dans le bas Himalaya ou dans les Aurès, euh, font un confinement qui est très localisé, donc sur les villages qui sont atteints, et le réseau fonctionne correctement puisqu'il n'y a pas de centralité. Parce que lorsque je vous parle des hubs, des centralisations, etc., c'est aussi dans les villes. Aujourd'hui, nous sommes en France, France qui était censée être un pays décentralisé, et aujourd'hui, tout est centralisé autour de Paris. Et si la tête tombe, tout le corps tombe, et rien ne peut être autonome et indépendant. Et c'est dans les régions où tout fonctionne en réseau sans centralité et fonctionne de manière non globalisée, comme on essaie de nous l'inculquer avec des idéologies mondialistes, qu'on observe le moins de propagation de maladies. L'orgueil ici, c'est dans la volonté de tout vouloir centraliser, c'est-à-dire dans notre cas de pouvoir limiter la dispersion de la production et du stockage, puis tout globaliser sans réel frein. Pour produire dans des quantités inutiles en privilégiant le plus, toujours le plus et jamais le mieux, l'homme moderne a eu la bonne idée de spécialiser ses élevages, de centraliser ses villes et ses régions, de tout partager, de tout stocker dans les mêmes endroits. Une vision orgueilleuse qui amène à long terme à l'aggravation du moindre problème sanitaire, mais aussi social et politique. Cette catastrophe, et je termine là, est donc révélatrice de l'orgueil moderne, à se croire trop invulnérable, trop intelligent, trop capable de tout, à dénaturer des processus naturels, à privilégier la quantité et à tout quantifier. Nos sociétés contemporaines courent à leur perte, en étant les causes de leur propre mort. Et c'est là le véritable sens d'une punition divine. Lorsque l'on disait telle maladie est une punition de Dieu pour nos agissements, cela ne voulait pas dire que la maladie était apparue comme ça par l'œuvre du Saint-Esprit, mais bien que dans son infinie sagesse, Dieu a façonné la création de sorte que lorsque nous commettons le pire péché, l'orgueil, elle puisse nous envoyer des signes et des avertissements pour qu'on s'arrête de suite. Merci Hastings. On pourrait titrer ton intervention Le règne de la quantité. Ouais, pour une fois, j'ai fait une petite référence, mais ouais, on est bien obligé. À peine. Alors, c'est intéressant, effectivement. Alors, tout ce que tu viens de dire, je le partage, bien évidemment. Mais est-ce que tu penses que, d'une manière générale, tout un chacun, hein, monsieur et madame gens du commun, comme nous tous, partagent cette vision-là? Est-ce qu'ils ont vraiment la conscience que la mondialisation c'est cet orgueil et c'est ça, en fait, qui nous fait courir à notre perte? Bah justement, je pense pas qu'ils ont cette vision parce que il faut distinguer deux choses. Tu vois, même toi, quand tu m'as posé la question, tu m'as parlé de mondialisation et déjà, ça c'est un problème parce qu'il faut plutôt parler de globalisation parce que la mondialisation en Mondialisme. soi, C'est le un autre mot. mondialisme, voilà. Voilà, j'ai utilisé le mauvais terme, tout à fait, bien sûr. La mondialisation, ça décrit juste les échanges et les échanges, il y en a eu tout le temps. Mais oui, ce Depuis globalisme, l'Antiquité. bah oui. Et le globalisme ou le mondialisme, voilà, l'idéologie derrière celle-là, elle n'est pas cachée, hein, au contraire, elle est même propagée partout, mais elle est montrée sous son meilleur jour comme le fait que, bah, regardez, on peut vous faire plus, on peut vous donner plus, on peut vous donner tout ce qu'on a, et du coup, ça satisfait le besoin les plus primaires pour éviter de réfléchir, effectivement, mais après, c'est pas non plus des choses qui sont cachées, des espèces de trucs qui seraient, des théories qui seraient cachées, il y a des auteurs qui en parlent directement et de manière très lisible, donc si on lit, Ah oui, oui. et qu'on a un minimum de jugeote, on n'est pas d'accord officiellement, mais qui va lire? Non, c'est certain. Raphaël? Alors vraiment, j'ai pas grand-chose à dire. Euh, c'était très intéressant. J'ai tout écouté avec beaucoup d'attention. Merci. J'ai pas pu m'empêcher de penser, d'essayer de vagabonder ma pensée sur un sujet qui est lié, mais qui pas. Je me dis toujours, est-ce que la centralité, le centralisme qui a favorisé la révolution française et l'arrivée de la République, est-ce que ça facilitera aussi son renversement? Donc voilà, j'ai pas pu m'empêcher de laisser vagabonder mon esprit sur cette. D'accord. Mais c'est vrai, Mais on peut, ce que dit Hastings est intéressant dans la mesure où, effectivement, des gens comme, Attali ou, Zbigniew Brzezinski, enfin tous les grands conseillers,
en passant par celui dont j'oublie constamment le nom, là. Bref. Ces gens-là ont déjà théorisé tout cela, ils ne s'en cachent pas. Le Council on Foreign Relations, enfin tous ces gros organismes supranationaux Chatham favorisent House, quoi. Chatham House, etc. Voilà, Henry Kissinger, merci Castellan. Tous ces gens, en fait, sont les porteurs de cette idéologie. Ils cherchent des séides, ils cherchent des gens pour faire avancer leurs propos. Ils en trouvent. Et effectivement, c'est le péché d'orgueil est là. J'avais une discussion à ce sujet enfin, justement, ce week-end, là, avec des gens qui ne sont pas politisés. Et c'est vrai que c'est difficile de faire percevoir cela à tout le monde, dans la mesure où, effectivement, on ne lit pas ces gens. Ils ne sont pas lus. Ils ne sont pas Et lus. surtout que ces gens-là sont dans la satisfaction des besoins les plus primaires, comme je le disais. Et du coup, même leur idéologie, elle est à court terme, et peut-être qu'ils le savent, hein, ça après c'est spéculation, elle est à court terme, et d'autres pensées ou idéologies, entre guillemets, elle est trop à long terme. Et en fait, lorsque des gens, déjà, on leur a fait dire, bah, ne croyez pas en Dieu parce que c'est très lointain, c'est quelque chose de très lointain de votre vie. Ensuite, on leur a dit, ah, ne pensez pas de spiritualité, c'est encore trop lointain de votre vie. Et on réduit comme ça le cercle de la vie à juste le truc de demain, c'est-à-dire manger. Et en soi, la mondialisation, le mondialisme, même moi j'allais faire l'erreur, le mondialisme satisfait Ouais. le besoin de manger et de consommer, voilà. En Oui, soi, puis il remplit le job, hein. ça justifie le scientisme également. Ah oui, parce que le Cette scientisme, parce que l'homme excuse-moi, mais l'homme est, ça c'est après c'est une pensée personnelle, l'homme est voué à être quelqu'un qui réfléchit sur sa spiritualité, sur la métaphysique, etc. Et il a besoin de le faire via des espèces de gourous, ou en tout cas des figures emblématiques qui réfléchissent aussi un peu pour lui. Et le sufisme, c'est une bonne solution parce que ça concilie ce besoin primaire qu'on oublie tout le temps, hein, d'ailleurs, ce besoin primaire de spiritualité qui est intrinsèque à l'homme, qui est pas commun à tous les animaux, et le besoin primaire animal qui est je regarde midi à ma porte. Ouais, on a évacué la religion pour mieux faire entrer cette espèce de religion mondialiste à base de scientisme, de tout un tas de choses similaires qui permettent de légitimer tout le pouvoir en place finalement. Donc c'est assez dramatique de constater effectivement que euh, la pandémie, alors en plus de cela, on peut aussi discuter sur le bien fondé du terme pandémie, hein. Ça c'est encore, Ouais, c'est ça c'est autre encore, chose. c'est encore autre chose, mais ça en fait partie. Oui, Raph. Alors, j'allais dire, il y a un truc qui a attiré mon attention dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'était, tu parlais des citadins qui ne connaissent pas du tout le milieu de la nature. Alors, encore, non seulement pas le milieu rural, mais encore moins le milieu vraiment sauvage, et qui manifestaient en fait, qui se mobilisaient pour empêcher les chasseurs de faire leur travail, d'équilibrage dans la nature, et qui venaient empêcher les coqs de chanter et autres. Et en fait, pour moi, ça nous ramène directement toujours à la question de la démocratie, dont un des principaux vices, c'est de permettre à des gens de décider, non pas de s'exprimer, mais de décider sur les sujets dans lesquels ils sont compétents. Ouais, bien sûr. Bah, c'est le pouvoir de l'incompétence de toute façon. Oui, bien sûr. On le constate constamment. C'est-à-dire que le mérite d'une société féodale, c'est que les gens qui sont aptes à assurer le gouvernement, ce sont des gens qui ont été formés pour cela. Et aujourd'hui, on voit très très bien que ce ne sont pas des gens qui ont été formés pour cela. Ce sont des gens qui sont formés dans l'idéologie mondialiste, qui sortent d'écoles mondialistes comme ma victime préférée, Brune Poisson, qui a un parcours exemplaire en la matière, mais il y en a d'autres, qui sortent Economics. Tiens. Comme c'est étrange. Tiens. Et qui se retrouvent quand même à adresser des sujets. Mais c'est comme Apolline de Malherbe aussi, qui sur Voilà. BFM TV
C'est Voilà. ça, je suis pas beaucoup l'actualité, mais là, je l'avais suivi sur BFM TV. Elle était à Marseille, me semble-t-il. Elle était en duplex. Et il y avait un pêcheur qui faisait son travail. Bah, tiens, justement, j'en parlais. Et elle était en train de rigoler en se foutant de sa gueule en lui disant, bah, à Marseille, je crois qu'on connaît pas le confinement. Ouais, enfin, voilà. Voilà, c'est typiquement la parisienne, la condescendance de la citadine. Ça, ça, c'est typiquement aussi la promiscuité entre des milieux qui devraient pas se toucher. Elle devrait rester, je vais pas dire de trop grossièreté, mais à faire ce qu'elle doit faire à Paris. Et le pêcheur, il fait ce qu'il fait dans sa mer. Oui, absolument. Enfin, il ne devrait même pas avoir, enfin, une personne comme celle-ci, ne devrait même pas avoir une audience. On devrait même pas la laisser, discuter puisque finalement, que ce soit elle ou Ruth Elkrief, qui est constamment en extase, je sais pas si vous avez suivi, pendant le confinement, après une des interventions d'Emmanuel Macron, elle était, subjuguée quoi. On avait l'impression qu'elle avait vu le messie, en tout cas son messie à elle. Bah, il se Donc présente comme messianique, hein, d'ailleurs, hein, mais absolument. ça, Donc bon, ça, Non, ça mais me fait un peu plus peur, mais bon. pour moi, on verra. j'ai toujours défendu l'idée qu'une société vertueuse, une société qui permet au plus grand nombre d'accomplir sa vocation, c'est-à-dire vraiment de trouver sa bonne place dans la société. Et je me rends compte vraiment que notre société actuelle, elle opprime tellement de personnes dans le sens où je pense à tous ces gens dont la vocation était de terminer dans un asile et qui ne peuvent pas accomplir leur vocation et qui sont, qui sont battus à l'extérieur Ouais, Bah oui. Mais et dont aussi, finalement toute la société pâtit. ça, c'est marrant parce que je lisais je devais faire un truc personnel et je lisais du coup un texte de Saint-Augustin sur la religion des démons. Bref, c'était un sujet particulier. Mais oui, si je vous en parle, c'est parce qu'en fait, c'est justement ça, l'histoire de vocation, c'est aussi aboutir sa vie personnelle et aussi sa vie familiale, etc., avec raison, ordination, avec sagesse, etc. Et ce que disait Saint Augustin, c'est que la religion des démons, c'est la religion des passions, de l'assouvissement des passions, de l'assouvissement immédiat, qu'il soit plaisant ou déplaisant d'ailleurs. Mais que ça peut pas être une religion à suivre parce que nous ne devons pas imiter des gens dans la passion, des démons, puisque il est défini comme dans la passion, mais on doit imiter des dieux, c'est-à-dire des gens qui sont dans la sagesse, dans la rationalité et qui ne sont pas dans les excès. Et en fait, aujourd'hui, on pourrait presque dire qu'on est dans une religion des démons sans l'être vraiment, quoique, ouais. parce que justement, on te prône la passion. À un moment, on a dépénalisé l'adultère et on te promeut des applis de rencontre pour de l'adultère. Comment tu peux me dire que là, là, tu ne promeux pas la passion face à la raison dans l'amour? Tout à fait. Et pour, reboucler avec, ce que tu disais précédemment, je renvoie tout le monde au discours de Charette, hein, «Ils sont Bah vieux oui. comme le monde, ses démons» et cetera, qui renaissent de siècle en siècle. Ils savaient bien de quoi ils parlaient, nos anciens, Très bien, ouais, surtout Charette. surtout Charette. Hem, enfin, je pense que nous allons bientôt rendre l'antenne. Je vous remercie tous d'avoir participé. Alexandre qui nous a quittés, pour s'occuper, de sa famille, hein. C'est un bon père et je alors vous qui nous écoutez, hein, qui êtes, arrivés jusqu'au bout de cette émission de Résistance royaliste, je vous remercie, et je réitère mon message: faites-nous part de vos réflexions, posez-nous des questions, soumettez-nous des thèmes, peut-être, essayez de nous parler de comment vous avez vécu, ces derniers mois, comment voyez-vous, l'avenir? Est-ce que vous pensez que on va voir arriver, une sorte de réveil populaire comme certains, l'appelleraient de leur vœu? Ou au con la République se gouverne mal, mais elle se défend bien. Donc heu, hein, quel va être notre futur? Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions. C'était le colonel Von Hagen pour, Résistance royaliste. Je vous remercie et je vous souhaite, une bonne mascarade pour les semaines qui viennent. Au revoir.